Eh bien, très chers amis, bonsoir à toutes et à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour une conférence, peut-être même un débat, ou peut-être plus tard des questions sur un thème présélectionné. Et ce soir, j'ai décidé de parler avec vous de la colère. La colère a-t-elle sa place dans le couple ? Et j'aimerais, très chers amis, dédier ce cours, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais vous inviter à le partager un maximum autour de vous, pour la Refoua Shelema de deux personnes, de Noémie Bat Jamila et de Léa Bat Elisheva. Toutes les paroles que je dirai ce soir, en tout cas celles qui sont bonnes, je vous inviterai à les faire dépendre du Rav Simcha Cohen, chez Ibadel et Chaim Tovim, Amen, chez qui j'avais à l'époque passé une formation de médiation familiale, et toutes les erreurs, eh bien, tout simplement, les faire dépendre de moi. Tout d'abord, un des tempéraments les plus mauvais chez l'homme, et chez l'humain en général, c'est effectivement la colère. Pas uniquement d'après la Torah, mais dans la société en général, les gens qui sont coléreux, eh bien, ont du mal à évoluer. Une personne qui sort très très vite de ses gonds se retrouve à faire écran sur tous ses principes. Elle se retrouve à vexer des personnes. Elle se retrouve à faire oublier quelque part le bon côté qui se trouve en elle. Sa présence, ça va même jusqu'à là, est souvent l'objet de stress pour ceux qui l'entourent. Comment il va réagir? Comment il va réagir? Je ne sais même pas comment elle va le prendre. Comment elle va le prendre? Les enfants, est-ce qu'ils vont encore l'exaspérer? Peut-être que finalement, ce soir, ça va mal se passer. On se rend compte que cette personne-là, elle est en train, sans s'en rendre compte, bien évidemment, de mettre la terreur dans son couple, mettre la terreur à l'intérieur de sa maison. Vous savez, je ne peux pas oublier cette histoire, cette anecdote que j'ai vécue petit et qui m'a, et ça montre l'impulsion de la colère, m'a marqué peut-être pour toute ma vie. J'avais un ami qui, très souvent, venait me voir le Shabbat et me disait « Tu veux pas m'inviter ce Shabbat ? Ça te dérangerait si ce Shabbat encore je viens chez toi à Sodas Lechit ?» Et à la fin, quand j'ai essayé de creuser pour savoir pourquoi est-ce que cette personne, elle tenait tellement à être invitée en extérieur, eh bien, il m'a confié que son père, chaque semaine, c'était des crises de colère à table. Et que finalement, il ne pouvait plus supporter de rester chez lui à la maison. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la personne qui rentre dans ce monde de la colère, elle est en train finalement de détruire son couple, mais aussi ses enfants, les personnes qui l'entourent. Mais plus le dur encore de ça, c'est que cette personne, elle se retrouve finalement à ne jamais être heureuse. Elle sent toujours qu'on lui doit quelque chose. Elle sent toujours qu'il lui manque encore quelque chose. Est-ce que vous avez déjà parlé à une personne qui est nerveuse? C'est l'éternelle insatisfaite. Elle ne profite même plus de sa vie. Et les gens qui l'entourent ont vite fait de la classer. Vous savez, il y a une Gemara qui est très connue dans Hérouvine, en page 65b, qui dit que comment on mesure une personne? Avec trois choses. La façon dont elle boit son vin. Comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle se comporte? Nirnasiaïn, Yassasod, le vin rentre, le secret sort. Comment est-ce qu'elle se comporte quand elle boit du vin? Comment est-ce qu'elle dépense son argent? Et comment est-ce qu'elle s'énerve? Et on verra tout à l'heure, à la suite du cours, qu'il y a une façon de s'énerver. On ne peut pas dire à une personne de ne jamais s'énerver, parce que c'est vital, c'est quelque chose qui est inné, pas vital, mais inné en la personne. Mais il y a une manière. Il y a une manière de partir au quart de tour, et il y a une manière de faire séjourner cette angoisse de nombreux jours. Et le problème, c'est que souvent, la personne qui s'énerve, elle rentre dans un engrenage. Elle rentre dans un engrenage et elle en est consciente.
Elle aimerait en sortir, mais elle n'arrive plus à se contrôler. Parce que si finalement on cultive ce sport de s'énerver, eh bien finalement on ne peut plus en sortir. Et la personne vous le dira elle-même, je n'étais plus moi-même, j'étais hors de moi. Elle a cette petite voix qui, au fond d'elle, ne lui dit « ne t'emporte pas ». Mais c'est plus fort que elle, c'est plus fort que lui. Et d'ailleurs, on la voit. On voit que quand la personne sort de cette crise, elle est dans un épuisement et une fatigue qui est indescriptible. Alors, d'où vient le problème véritablement de l'orgueil, de la colère? C'est ce que je voulais vous répondre justement. Le problème de la colère, très chers amis, il vient de l'orgueil. Parce qu'une personne, très souvent, quand ça commence à monter dans les tours, entre un homme et une femme, il n'y en a pas un des deux qui est capable de dire, tu sais quoi, on arrête tout, alors on arrête tout, stop, stop. T'as raison, je me suis trompé. C'est extrêmement difficile. D'où vient cette difficulté, très chers amis? Eh bien, cette difficulté vient précisément du fait qu'on n'a pas travaillé notre humilité. Si le ou la coléreuse n'est pas prêt à m'écouter, c'est que quelque part, elle n'est pas prête, ou il n'est pas prêt à me prendre en compte. Il n'est pas prêt à m'estimer. Alors, je vais lui montrer qui je suis. La colère, quelque part, est un petit peu la manière d'obtenir ce qu'on n'est pas capable d'obtenir en le disant calmement et posément. Lui ne la supporte plus parce qu'elle s'énerve à tout bout de champ. Et elle s'imagine qu'elle ne sera pas comme sa mère qui acceptait tout. Je vais crier et je vais obtenir ce que je veux obtenir. Et voilà que finalement, on instaure un climat et une relation qui est basée sur cette colère, sur ces nerfs, et on n'essaye même plus d'obtenir le dialogue, ou d'essayer même le dialogue. Là est le problème. Et très souvent, on se fait des schémas, que la personne qui est en face, elle veut notre mort, que la personne qui est en face, elle veut notre perdition, elle veut notre souffrance, elle n'est là que pour nous faire des réflexions. On se crée, on se fait des mondes qui finalement ont été créés par cette montée d'adrénaline de la colère. Et le plus souvent, les raisons pour lesquelles une personne va s'énerver, elles ne restent que matérielles. La nourriture, et j'aime pas ce que tu fais, et tu m'as pas fait mon repas, et chez nous le deuxième jour de Rosh Hashanah on mange ça, et chez nous c'est pas comme ça qu'on cuisine, et chez nous c'est pas comme ça qu'on rend de la cuisine, etc., etc. Ou bien moralement, quelqu'un ne se sent pas respecté, il sent que dans son couple, il n'a pas le respect qu'il veut avoir, et donc forcément ça explose, ou sentimentalement, il ne se sent pas, ou elle ne se sent pas considérée. Et cela, peut-être, vient déjà nous apprendre un élément très très important. C'est que des fois, si en face de nous, on a quelqu'un qui régulièrement et de façon répétitive s'énerve, il faut peut-être se demander si cela ne cache pas derrière un plus grand malaise, si cela ne cache pas derrière un manque d'aptitude à pouvoir s'exprimer. Il y a des gens, et particulièrement les hommes, ils ne sont pas des grands parleurs. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et très souvent, ce qu'on aurait pu dire, et peut-être que le message serait passé, on n'est pas capable de le dire. Et le fait qu'on ne le dise pas, eh bien ça crée un sentiment de colère. Vous savez ce qu'a dit le Rav une fois à quelqu'un qui est venu le voir? Une dame est venue se plaindre qu'elle avait un mari trop coléreux. Eh bien, le Rav lui a dit, le conseil que je puisse te donner, ne lui donne rien quand il s'énerve. Mais par contre, donne-lui tout quand il sait se contrôler. Donne-lui tout ce qu'il te demande. Parce que finalement, et ça c'est un petit peu pareil que les enfants, quand ils arrivent quelque part à se prendre en main, les enfants quand quelque part ils arrivent à se surpasser, il faut leur faire une fête. Ah, qu'est-ce que c'est? Ils ont eu un 16. Oui, mais c'était un enfant qui n'arrivait pas à s'asseoir il y a quelques jours encore et à réviser. Aujourd'hui, il est capable d'avoir plus que la moyenne et il s'investit. Montre-lui que tu sais récompenser ses efforts.
Eh bien, c'est ce qu'on doit chercher dans le couple. Si quelqu'un, une personne s'énerve, une personne se met très vite à bout, ça cache souvent peut-être un manque d'amour. Prenons l'exemple d'un mari ou d'une femme qui, dans son enfance, n'a pas eu l'amour qu'elle espérait avoir de ses parents. Ils n'étaient pas très expressifs, ils étaient peut-être très occupés. Eh bien, quand cette femme ou quand ce mari vont être en couple et vont se marier, ce qu'ils attendent inconsciemment, c'est qu'ils aient en face d'eux un mari et une femme qui va les aimer, plus que ce qu'ils n'ont pas été aimés ou pas assez aimés quand ils étaient enfants. Et si ils ne trouvent pas cet amour, eh bien, ils seront peut-être maladroits et ils monteront un petit peu sur leurs chevaux quand il y aura un manque d'attention, mais qui en fait est le résultat de ce qui s'est passé quand ils étaient plus jeunes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas nous dire qu'il ne faut pas s'énerver parce que c'est quelque chose qui est peut-être inévitable. C'est quelque chose qui est inné en la personne. Mais la Mishnah dans Avot, dans le chapitre 5, vers Mishnah 12, nous dit quelque chose d'intéressant. Arba midod badeot. Il y a 4 façons dans le tempérament. Celui qui s'énerve très vite, mais qui sait se calmer très vite. Alors celui-ci a perdu son salaire, finalement, en s'énervant très vite. Il y a celui qui s'énerve très vite et qui se calme très très lentement. Celui-là, ben aussi, il a perdu le fait que... Excusez-moi, il s'énerve très lentement et il se calme très lentement. Eh bien, celui-là aussi, quand bien même il s'énerve très lentement, il lui faut du temps pour s'énerver, il a perdu son salaire parce qu'à la fin, il lui faut du temps aussi pour se calmer. Et là, la Mishnah va nous dire, mais celui qui s'énerve très très difficilement, il faut vraiment le pousser à bout pour qu'il s'énerve, et qui se calme très vite, c'est un chassid. Et celui qui s'énerve très rapidement et met du temps à se calmer, là c'est le rachat. Mais ce qui est intéressant, très chers amis, c'est de voir que finalement, celui qui s'énerve très difficilement et qui se calme très rapidement, c'est un chassid. Ah, pourtant il s'énerve. Rabotaï, ça veut dire que finalement, s'énerver, c'est la monnaie courante des gens. Mais ce que la Mishnah attend de toi, c'est le temps que tu mets à te calmer. Et on va le développer dans quelques instants. Et c'est ça que nous dira Rabbeinu Yona, Al kol panim yesh lo le adam lichos. Un homme peut s'énerver, il n'y a pas de problème. Arbe koshi ou mitkatsef. Il lui faut du temps à s'énerver. Il ne s'énerve pas parce que sa fourchette, elle n'est pas du bon côté à table. On ne peut pas dire à quelqu'un ne t'énerve pas. Tu ne peux pas être une serpillière et accepter tous les affronts qu'on te fait. Ne sois pas trop doux parce qu'on va t'avaler. Et ce que nous dira ici Maïmonide, cette fois-ci, le bon chemin, Mida Benonit. C'est finalement le chemin du milieu. Chez Bekol Dea Vedea Mikol Deot Yeshlo le Adam. Dans tous les traits de caractère, il ne faut jamais être dans les extrémités. Mais être capable finalement, comme nous dira Rambam, Hakaas Himida Ra'a. La colère est une mauvaise qualité, est un mauvais trait de caractère. Yera'e atzmo bifneem keshehu koes kedei leyaseram. Il se montrera nerveux quand il veut éduquer, comme par exemple vis-à-vis de ses enfants, vetiye da'ato meyushevet beno leben atzmo, mais qu'à l'intérieur de lui, il n'y a rien qui brûle. Et ça, Rabotaï, ce que nous dit Rambam ici, c'est un grand secret, c'est un grand examen
pour savoir si dans le couple, la colère que j'ai est une colère saine. Tout d'abord, se demander si véritablement je défends une cause. La colère qui est en moi, elle est pour défendre quelque chose de valable. Et deuxièmement, se demander si la colère que j'ai, elle est extérieure ou elle est intérieure. Et vous savez, c'est quoi le mifran? C'est quoi l'examen? Si juste après t'avoir énervé, tu es capable de revenir à un sang-froid complet. Alors là, ta colère, elle est, on va dire, pure. Elle n'est pas mauvaise. Parce qu'en fait, ça veut dire que ton énervement est extérieur. Et ça, Rabotaï, c'est ce qu'on peut dire aussi à propos des enseignants. Si un enseignant est toujours à bout de nerfs et qu'il bout comme une cocotte minute, il ne pourra jamais enseigner. Mais s'il est capable de montrer une colère, mais uniquement extérieure, à l'intérieur tout est calme, il est comme un acteur. Il est en train de jouer une pièce de théâtre de colère pour mettre la discipline dans sa classe, mais à l'intérieur de lui, les élèves, ils croient vraiment qu'il est énervé. Et puis après, tu vas t'arrêter, ça suffit. Allez les enfants, où est-ce qu'on en était? Alors c'est pas de la schizophrénie, mais c'est la possibilité finalement de pouvoir laisser les nerfs à l'extérieur. C'est la possibilité de pouvoir de vivre quelque chose où en même temps la colère est bénéfique parce qu'elle va me faire garder une certaine misguérette, un certain cadre, et en même temps, eh bien, elle ne va pas me troubler, elle ne va pas me rendre malade. Et on voit cet exemple, Rabotaï, dans la Torah, quand Akadosh Baruch Hu est venu reprocher à Myriam et Aaron d'avoir parlé sur Moshe, c'est écrit là-bas, Vayomer Shimuna Devarai. Écoutez, s'il vous plaît, mes paroles. Est-ce que Moshe Rabbeinu est comme un simple prophète à qui je parlerai dans un rêve ou dans une vision? Loken avdi Moshe. Moshe n'est pas comme cela. PLP Adaberbo. Je parle avec lui face à face. Et à ce moment-là, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, après ce long discours, Vaïcharaf Hashem Vayeler. Hashem s'est enflammé, puis il est allé. Voilà ce que doit être une vraie colère. Une vraie colère, ça doit être un accès de colère, mais qui, très rapidement, va s'estomper. Et mais si quelqu'un, Rabotaï, il ne donne pas d'explication à sa colère, c'est qu'en fait, ce n'est plus son intellect qui est en train de réagir, mais ce sont ses nerfs qui sont en train de lager. À chaque fois qu'il n'y a pas d'explication à mon accès de colère, j'explique toujours à ma femme, je crie, je deviens rouge, elle voit que je suis en colère, mais rien ne change. Évidemment, tu n'expliques pas pourquoi tu t'énerves. Tu n'expliques pas pourquoi il y a encore une seconde, tu étais calme, passif, tranquillement assis dans le salon, et puis tout d'un coup, tu deviens comme une bouilloire. Mais si tu laisses le temps passer, et que tu t'assois avec elle, et que tu lui dis, tu sais, hier, j'ai pas apprécié comment tu t'es comporté. J'ai senti qu'entre nous, il y avait un grand fossé. Je me suis pas senti à l'aise. Ça m'a fait de la peine. Ah, mon chéri, excuse-moi, je savais pas. Je savais pas. Alors que si tu deviens rouge, énervé, tu claques les portes, il y a que le néfaste de la colère qui apparaît. Il n'y a pas le bénéfice que cela devrait apporter si tu étais capable. Le problème des gens, c'est qu'ils n'expriment pas leur malaise. Ouais, mais si j'explique, c'est plus la même dimension. Mais si, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de laisser libre cours à tes nerfs, et libre cours, et te laisser aller à des choses qui finalement vont t'emporter bien plus graves, eh bien, c'est que finalement, tu t'es simplement soulagé, mais tu as effondré la personne qui est en face de toi, et tu fermes le rideau de discussion. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Parce que quelque part, s'expliquer, c'est devenir vulnérable. Quelque part, s'expliquer, c'est donner ouverture à notre cœur, ce qu'on n'a pas envie de faire parfois. On préfère se renfermer sur soi-même.
Ça t'énerve que quand le soir tu rentres, il y a la panique dans la maison. Mais explique pourquoi, explique. Que toi, en rentrant de ton travail, t'as pas encore envie de passer 2 heures, tu as envie de te détendre. Tu as envie de te reposer de ta journée qui a été difficile. Mais si on entend quelqu'un crier « Ouais, vous n'avez pas rangé, c'est la panique de partout, j'en ai marre de vous !» Qui a envie d'écouter un discours pareil? Personne. Personne n'a envie d'écouter un discours pareil. Et donc finalement, tu te retrouves à être mal à l'aise, à te sentir mal parce que tu as piqué une crise de colère et puis il n'y en a pas un seul qui va bouger. Parce que finalement, ils n'ont pas envie. Tu leur as pas donné envie d'écouter ton malaise. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart du temps, les accès de colère qu'on a, c'est pour des petites choses. Le petit, il a renversé son assiette, n'en fais pas un drame. Ramasse, c'est pas grave. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils ont accompagné leurs enfants, que Dieu nous en préserve, dans une lévaïa. Et toi, tu te plains parce qu'il y a une assiette qui s'est renversée. La petite, elle a déchiré sa robe. Alors, c'est pas grave, à Pinky, tu retourneras à Pinky en acheter une autre. Un de tes conjoints, il t'a dit un mot, ouais, il me respecte pas, il me respecte pas. C'est pas des choses qui valent la peine. Ces petites choses qui devraient finalement ne pas gêner ou pas plus que ça. Et pourtant, le conjoint, il sort de ses gonds. Et on arrive à la conclusion que finalement, on vit avec quelqu'un ou quelqu'une qui est trop nerveux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, demandez-vous si des fois, les petites choses qui exaspèrent votre conjoint ou votre conjointe ne sont pas le résultat d'un traumatisme bien plus profond, ne sont pas le résultat de quelque chose qui petit à petit l'a agacé. Si une personne, par exemple, elle n'a pas la mise en valeur qu'elle devrait avoir dans son conjoint, alors elle se décide et elle conclut que la personne avec laquelle elle vit, elle ne l'aime pas. Et à partir de là, chaque dérive, même la plus petite, ouais, il a refusé, dimanche, on était ensemble, on a pris le petit déjeuner, il m'a pas beurré ma battrace, j'en ai marre, il m'a pas beurré ma tartine. Ou alors, ouais, je lui ai proposé d'aller faire un footing avec moi, elle a même pas voulu venir avec moi au parc dimanche, et j'en ai marre, c'est quoi cette femme? Vous croyez que c'est la tartine qui la dérange? Ou le footing qui le dérange? Ce qui le dérange, c'est que petit à petit, elle a engendré en elle cette idée que la personne avec laquelle elle vivait, elle n'était pas capable de l'apprécier, elle n'était pas capable de la mettre en valeur, et donc après, même des petites choses, comme les exemples qu'on vient de citer, eh bien, vont faire déborder, et vont faire des choses qui vont malheureusement être regrettées bien plus tard. Et le conjoint qui n'est pas avisé de ce mécanisme, il s'affole très vite en pensant que qu'il ou elle s'est marié avec un ou une coléreuse, alors qu'en fait c'est une suite logique. Et si on ne met pas fin à cette suite, eh bien on est très très vite désenchanté parce qu'on a l'impression qu'on vit avec quelqu'un de coléreux, alors qu'en fait c'est un malaise qu'on pourrait régler si on était capable d'ouvrir le dialogue. Et ce qui en ressort un petit peu de notre discussion ce soir, c'est que finalement, est-ce qu'on ouvre assez le dialogue? Est-ce qu'on est capable de laisser la personne s'exprimer? Que peut-être des fois en discutant, on se rendrait compte qu'en fait, ce sont des malentendus. Et que ces malentendus, très rapidement, ils auraient pu être réglés si on avait été capable d'ouvrir le dialogue. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais savoir d'où commence et comment s'installe cet imaginaire, cette imagination. Et ce du fait qu'à chaque fois que la femme ou le mari essaye de rentrer en contact, l'autre, elle est ou avec son téléphone, ou avec son iPad, ou avec ses copines au téléphone, ou son copain au foot, et qu'on n'a pas pris ce moment finalement, eh bien, de discuter. Et donc si on avait été capable de discuter, on aurait vu qu'en fait, un malaise s'est installé pour rien, ce qui ne facilite pas les choses aussi, Rabotaï. Et ça, on doit se le dire, c'est la proximité. Des fois, on pense, à juste titre, que c'est sympathique de s'inviter. Mais si ces invitations-là, elles sont l'objet de comparaison, un homme qui, en discutant au travail, en tant que son ami, lui raconte que sa femme,
elle lui a offert un stage de pilotage. Et que combien est-ce qu'elle a tensionné avec moi? De suite, ça gamberge. Et pourquoi ma femme n'a pas offert un stage de pilotage? Et pourquoi ma femme n'a pas autant d'intention avec moi? Et les comparaisons commencent. Une femme qui entend de sa copine, mon mari m'a offert une journée dans un spa haut de gamme. Il nous a réservé un week-end romantique. Et elle s'est dit, mais et moi? Pourquoi j'ai pas ça? Donc attention, très souvent, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inviter. On peut s'inviter, on peut se fréquenter. Mais quand on se fréquente trop, il y a des comparaisons qui s'installent. On est de suite amené à dire, mais mon couple n'est pas comme ce couple-là. Les comparaisons n'existent pas, très chers amis. Pour la simple et bonne raison qu'à l'intérieur d'un couple, c'est déjà difficile. Quand deux personnes doivent s'unir entre elles et que finalement, un homme a vécu près de 27 ou 28 ans seul et qu'une femme, elle aussi, de son côté, cette jeune fille, elle a vécu 27 ou 28 ans seule. Seule dans le sens où ils ont vécu une éducation qui est complètement différente. Et que maintenant, on doit les mettre dans la même maison. Je dis toujours, c'est pas pour rien que sous la roupa, on s'assoit à 4, à 6. La mariée, ses parents, le marié et ses parents. Parce qu'en fait, dans cette maison-là, il n'y a pas 2 personnes qui vivent. Je vais vous faire peur un peu. Il y en a 6. Parce que le mari va inconsciemment reproduire la façon d'être de son père à la maison. Et l'épouse va reconduire inconsciemment la façon d'être de sa mère à la maison. Et ça ne s'arrête pas là. Le mari, en regardant sa femme, il espère revoir sa mère. Et la femme, en regardant son mari, elle espère revoir son père. Et là, les problèmes commencent. Alors si déjà, dans la famille elle-même, dans le couple lui-même, il va falloir que chacun soit prêt à remettre les comptes à zéro pour qu'il n'y ait pas de comparaison avec la vie de nos parents et qu'on recommence à vivre quelque chose, ou pas qu'on recommence, qu'on commence à vivre notre vie, pas celle que nos parents nous ont montrée, même si elle est extraordinaire, mais elle ne correspond peut-être pas à mon conjoint ou à ma conjointe. Alors imaginez-vous, quand on commence à faire des comparaisons entre les couples, on s'en sort pas, c'est plus 6, c'est 12 personnes qu'il va falloir faire vivre ensemble et qu'il va falloir faire correspondre. Eh bien, la conclusion de ce soir, très chers amis, eh bien, c'est peut-être d'ici ramener la parabole du Rav Zilberstein, qui raconte qu'une fois une personne s'était coincée tout en haut d'un gratte-ciel et qu'elle ne savait plus comment descendre. Alors, elle voit sur le chantier, c'est un gratte-ciel qui était en chantier, quelques bonbons. Elle les envoie par le haut du 120e étage. Mais qu'est-ce qu'elle voit en bas? Les enfants les ramassent. Ils n'essayent même pas de savoir qu'est-ce qui se passe en haut. Il envoie quelques billets. Pareil, les adultes viennent, ramassent l'argent. Il n'essaie pas de savoir d'où c'est tombé. Et puis à un moment, il prend une petite pierre. Et quand la pierre arrive en bas, elle explose un pare-brise. Et là, c'est toute la police qui monte au 120e étage pour savoir qui est le fou qui s'amuse à envoyer des pierres. Eh bien, dit le Rav Zilberstein, avec Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu nous fait beaucoup de bien, on ne s'imagine pas, on n'est pas assez reconnaissant sur le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Ce n'est que quand les problèmes commencent, qu'on commence à se dire, mais tiens, mon Dieu, je n'ai pas assez pensé à lui, je n'ai pas assez prié à lui. Dans le couple, c'est la même chose. On doit être capable de considérer la personne qui est en face de moi, pas pour ses défauts, mais pour toutes les choses bien qu'elle m'apporte. Et donc, si je sais me concentrer sur ce qui est bien, je n'aurai jamais ces accès de colère, parce que je garderai en tête les bons points de mon conjoint ou de ma conjointe. Et à ce moment-là, même si des fois il y a des choses qui m'exaspèrent, ces choses-là s'oublieront très vite parce que je pense aux qualités et je ne pense pas aux défauts. Et quelque chose aussi de magnifique du Rav qui a dit, mais des fois tu t'énerves. Mais tu t'énerves pourquoi? Tu t'énerves parce que la somme de ta facture dernière d'électricité, elle t'exaspère. Mais si tu as de l'électricité, c'est que tu as une maison. Et si tu as une maison, c'est que tu as les moyens, c'est que tu n'es pas dehors. Dis Baruch Hashem.
Le bruit du cookéo et de l'aspirateur t'exaspère. Mais Baruch Hashem, t'as un cookéo, t'as un aspirateur. Ouais, mais le moteur de ma piscine, il est encore tombé en panne et c'est encore des problèmes et ça m'énerve. Mais t'as une maison, t'as une piscine, t'as des enfants, Baruch Hashem. Ou l'autre qui s'énerve parce que le petit lui a cassé la vitre. Mais ne t'énerve pas. Il tient sur ses jambes, ce petit. Ce petit, il est capable de lancer avec sa main. Il y a des enfants qui sont enfermés dans des hôpitaux depuis des mois et des mois avec des maladies incurables. Le tien, il est en pleine santé, alors il t'a cassé une vitre. Mais ça montre sa vivacité. Sois content d'avoir tout cela. Apprendre à relativiser. Aujourd'hui, les gens, comme une fois j'ai entendu une phrase formidable d'une des plus grandes commissaires de France qui a dit « Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus le goût de l'effort. Ils ont peur de se faire mal. C'est dommage car c'est la clé de la performance. » À Botaï, il faut apprendre à avoir mal. Il faut apprendre, c'est quoi avoir mal? C'est se contenir. C'est ne pas laisser exploser ses sentiments à l'extérieur qui des fois, comme on a dit au début du cours, vont écraser les autres. Et bien, Bezrat Hashem, que par ce mérite-là, nous puissions vivre une paix complète dans nos couples. Je vous rappelle que ce cours était dédié à la Refoua Shalema de Naomi Bat Jamila et de Léa Bat Elisheva. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau cours sur un nouveau thème. À très bientôt parmi nous.